Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle manifestation du cercle WB, winebusiness.club. Notre conférence du jour est parrainée par Groupama Paris Val-de-Loire et a pour thème épidémie, aléas climatiques, sécurité informatique, 3 petits points, quels sont les risques et les enjeux pour les entreprises. Et pour témoigner, pour en débattre, comme chaque mois, 4 grands experts, Laurent Bouchon, Louis Baudin, Dr Nizar Malawi, Hélène Zetoun. Et nous commençons par accueillir et retrouver Laurent Bouchon, qui est le directeur général de Groupama Paris Val-de-Loire. La caisse Groupama Paris Val-de-Loire est une des 9 caisses régionales de Groupama. C'est 1600 collaborateurs, 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. Notre métier, donc, c'est l'assurance. Et pour un assureur, ce qui est important pour lui et fondamental, c'est la manière dont il va pouvoir gérer les risques. Donc, quand on réfléchissait à se dire, tiens, on va pouvoir parler de quelque chose, il y a 3 types de risques qui sont plus qu'émergents et en tout cas plus que d'actualité. On va avoir l'occasion d'en parler ce soir. Ce sont les risques climatiques, les risques numériques, le cyber et les risques épidémiques. Et plutôt que se dire qu'un assureur allait parler techniquement du métier, on s'est dit que si on avait des vrais experts qui vous parlaient de ce type de risque, eh bien on essaiera à la fin de voir en quoi ça peut avoir un impact sur les entreprises et donc en quoi un assureur peut accompagner les entreprises. Absolument. Alors, Louis, bonsoir. Merci d'être parmi nous. Bonsoir. Alors, merci. On peut te voir sur TF1 pour ceux qui n'auraient pas la télé ou t'écouter sur RTL. Et tu es ingénieur de formation, ingénieur en météo. Donc, toi, tu es le seul qui parle de la météo, qui s'y connaisse. Qui essaye en tout cas, qui essaye. Parce que c'est quand même la première chose que j'ai pu apprendre en fréquentant ce milieu-là, c'est qu'on est très humble. C'est-à-dire que quand on est confronté à la nature, quelle que soit la forme, moi je suis venu à la météorologie parce que je suis passionné par la montagne, la mer, l'aéronautique. Alors voilà, pourtant tu es né à Reims, oui, tu es un grand amateur évidemment de bulles rémoises, de champagne ça, et de en vin plus. tout court. Quoi. Exactement. Voilà. Alors état des lieux, on parle donc évidemment avec toi des risques climatiques. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi on sera tous morts dans 20 ans ? Alors non, on ne sera pas tous morts dans 20 ans, j'espère bien. Parce que je pense qu'il y a plusieurs éléments dans la réflexion qu'on doit avoir en permanence si on veut, pour moi, réfléchir intelligemment. Après, les solutions, ça, on peut en débattre parce qu'elles sont multiples. Mais moi, si je repars de mon expérience de météorologiste, merci de me permettre de raconter cette histoire. Ça fait bientôt 40 ans que je fais ce métier-là, et même un peu plus parce qu'avant, je le pratiquais en faisant de la voile ou de l'aéronautique. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est tout d'abord que c'est une science très jeune. Premier élément, c'est une science qui a 150 ans. Avant 150 ans, c'était que des témoignages, ce sont que quelques études. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une science très jeune. C'est la première chose à retenir. Et pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, on attend beaucoup plus que ce que cette science peut nous fournir aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on est dedans, tous les jours, tout le temps. On me dit, Louis, on va avoir un hiver rigoureux, on va en avoir ça. Et évidemment, les plus malhonnêtes en tout cas, des gens qui se servent de cette science pour en faire un business, pour faire des sites et autres, disent bah oui, cet hiver il va faire très froid, oui cet hiver. Scientifiquement, je vous le dis aujourd'hui, on n'en sait rien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous, là, vous pouvez jeter une pièce en l'air en disant « Oh, moi, je pense que le mois de janvier, il sera très froid, il sera très humide, il y aura beaucoup de neige. Vous avez autant de chances de réussir que moi avec mes ordinateurs et mes calculateurs. » Et ça, c'est fondamental aujourd'hui. Pourquoi je dis ça ? Parce que rien que dans la réflexion sociétale qu'on peut avoir autour de cette science, et aujourd'hui, il y en a beaucoup, parce que, on va avoir des restrictions, alors oui, on va avoir ci et ça. On peut s'amuser à se faire peur comme ça. Ça, on peut le faire, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, et nous, médias, on aime bien entretenir ça. Ah oui, tu penses qu'au mois de janvier, il va faire très froid. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que vous voyez que c'est déjà, rien que dans cette première notion, quelque chose qu'on doit prendre avec à la fois le recul et à la fois la modestie qui doit avoir lieu. Et dans l'autre extrémité, la prévision météorologique aujourd'hui, elle a aussi ses limites. L'autre extrémité, c'est ce qui s'est passé cet été en Corse, où on a accusé les météorologues. Mais comment ? Vous n'avez pas pu prévoir cet épisode orageux ? Eh bien non. Eh bien non, je vous le dis aujourd'hui, la météorologie a ses limites, y compris dans ce court terme, y compris dans cette instabilité. Vous prévoir des orages, vous prévoir certaines activités, vous prévoir peut-être dans quelques jours de la neige, oui, je vais savoir à peu près le faire, mais je serai incapable de vous dire si ça va tomber sur telle ou telle ville, s'il va y avoir 10 cm ou 3 cm ou autre. Oui, la météorologie, aujourd'hui, cette science a ses limites. Vous voyez qu'elle soit dans le court terme ou dans le long terme. Et ça, c'est quelque chose dont il faut bien avoir conscience parce que
Ben oui, évidemment, c'est un sujet dont tout le monde s'empare, ceux qui connaissent, ceux qui ont envie de s'en servir, ceux qui ont envie de faire un peu de buzz, ceux qui ont envie. Et ben non, il faut garder raison par rapport à ça. La météorologie peut offrir un certain nombre de choses. On a énormément évolué sur la prévision à 24 heures, 48 heures, je vais dire jusqu'à une semaine. Et encore, là, je suis déjà optimiste. Mais au-delà, que ce soit dans la précision ou dans les semaines ou les mois à venir, eh bien, gardons-nous. Et ça, c'est très important, parce que ça veut dire qu'on doit revenir à une utilisation de cette météorologie qui soit compatible et en adéquation avec ce qu'elle peut fournir aujourd'hui, même si c'est insatisfaisant. Moi, j'aimerais bien pouvoir vous dire le temps qu'il fera à Noël. Est-ce qu'il y aura de la neige? Est-ce qu'il n'y en aura pas? Pouvoir anticiper sur un épisode de froid, peut-être au mois de février. J'en suis incapable. Et personne, aujourd'hui, ne peut le faire. Je trouve que ça, c'est une première notion qui est très, très importante. Une deuxième notion importante, on pourra y revenir, c'est la prégnation, ou en tout cas l'impact de la météorologie aujourd'hui. Je lis encore, on n'a jamais vu ça dans l'histoire. Ça, c'est totalement faux. La météorologie a toujours eu un impact fort sur l'homme, et beaucoup plus qu'aujourd'hui, où heureusement avec les bulletins, la prévention, on peut annoncer des choses et que les conséquences soient un petit peu moins dramatiques. N'importe quel épisode sévenols au début du XXe siècle, c'était des centaines de morts en France. C'était des centaines de morts. Des épisodes moyenâgeux, des épisodes sous le règne de Louis XIV. J'ai fait un livre sur le rapport entre la météo et l'histoire. Louis XIV, c'est 1 million de Français qui disparaissent des conséquences d'une météo horrible. Pourquoi? Parce que pas de saison, parce que donc pas de récolte, donc des famines, donc beaucoup de morts. 1 million sur une population de 20 millions à l'époque. C'est comme si aujourd'hui, 3 millions de Français mouraient des conséquences d'une météo dramatique. On n'en est plus là, et tant mieux, et on progresse. Donc là aussi, arrêtons de se flageller ou de dire « Oh là là, mais c'est pas possible, on a tout déréglé, on a tout ». Oui, aujourd'hui, on a le problème du réchauffement climatique, des conclusions du GIEC qui nous annoncent que si on continue comme ça, à un moment, ça ne deviendra plus respirable. Mais retrouvons un peu de sérénité et un peu d'objectivité par rapport à ce rapport. Autre notion, évidemment, c'est la démographie, dont on ne parle pas. J'espère qu'on va le faire un peu plus. Là, on a franchi la barre des 8 milliards, donc il y a eu quelques papiers dans la presse, mais c'est quand même un problème fondamental. On était, il y a 150 ans, 8 fois moins. On dépassait le milliard il y a à peu près au milieu du 19e siècle, si les chiffres sont bons. Aujourd'hui, on arrive à 8 milliards. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un phénomène météorologique égaux, et là, ça va intéresser l'assureur, l'impact, évidemment, touche beaucoup plus d'humains. Et en plus, aujourd'hui, les humains se concentrent dans des zones où les risques sont les plus importants. Pourquoi? Parce qu'on s'installe en bord de mer. Pourquoi en bord de mer? Parce qu'il y a des alluvions, parce qu'il y a de la pêche, parce qu'il y a de la nourriture. Donc forcément, on a envie de s'installer là. Sauf que ce sont les zones les plus à risque, avec les risques de débordement, de cyclones, avec les moussons en Inde ou au Pakistan. On a vu les conséquences qu'il y a eu ces derniers mois. Donc ça, c'est un autre phénomène qui, malheureusement, amplifie encore l'impact d'une météorologie. Et ça, un phénomène égaux. Donc ça veut dire que comme l'économie a en plus progressé, il est évident que maintenant chaque événement météorologique a un impact économique et humain qui est beaucoup plus important qu'avant. Donc ça, c'est voilà la base. Ensuite, autre élément très important, c'est la façon dont on doit aborder ce défi qui nous attend. C'est, moi je le résume comme ça, quand on devient météorologiste, la première chose qu'on apprend, c'est que pour faire une bonne prévision à Paris, il faut que je connaisse le temps à New York, à Moscou ou à Melbourne. C'est-à-dire qu'on est tous en interaction. Quand vous réfléchissez à la nature, à la biodiversité, il faut oublier les frontières. Les nuages, frontières, ils ne connaissent pas. La pollution, ils ne connaissent pas les frontières. Les courants marins qui font le tour du monde, ils ne connaissent pas les frontières. Donc si demain, on veut être en cohérence, en adéquation avec cette réflexion, comment est-ce qu'on agit, ça veut dire qu'il faudra le faire ensemble. Ça veut dire apprendre l'altruisme, ça veut dire apprendre le partage, ça veut dire apprendre la bienveillance, ça veut dire réapprendre des politiques internationales comme on n'a jamais eu à le faire aujourd'hui. Et je pose depuis peu dans mes conférences, je mets ce mot-là et j'ose le mettre parce que je pense que vous allez voir qu'on va l'entendre dans pas longtemps, c'est le mot ingérence. C'est-à-dire que demain, pour des raisons climatiques, pour des raisons de biodiversité et de survie de la planète dans certains secteurs, eh bien oui, on pourra venir dire à M. Bolsonaro, même si ce n'est plus lui aujourd'hui le président, bah là, ce que vous faites dans votre pays, certes, ça vous appartient, mais ça a un impact sur la totalité du globe. Donc, on veut avoir un droit de regard. On ne parle pas de culture, on ne parle pas de politique, mais sur l'impact que ça peut avoir, c'est quelque chose qui, demain, doit être dans notre réflexion de citoyen. Et moi, je suis convaincu que petit à petit, il faut qu'on arrive à ce que nos dirigeants, nos responsables politiques, se mettent ça dans la tête et qu'à l'ONU, dans des rencontres internationales, au G20, au G7, il y ait un moment, et
dans ton pays en ce moment, ce que tu fais, ça n'est pas bon pour la planète. Donc, comment est-ce qu'on peut agir ? Avec évidemment des compensations, avec évidemment des aides. Il est évident que ça doit faire appel à une intelligence collective pour régler le problème. Il est possible que si on dit vous déboisez moins, ou on va utiliser moins de vos énergies fossiles parce que ça pollue beaucoup plus, en compensation, qu'est-ce qu'on peut offrir, qu'est-ce qu'on peut développer sur votre territoire qui permette de compenser ça, évidemment. Mais vous voyez que ce processus-là est un processus nouveau, et si on ne le pratique pas, ouais, ça rime à rien. Quand j'ai entendu cet été, ah oui, alors il faut vraiment qu'en France on s'y mette et autres, nous représentons 0,48% de l'impact économique et j'allais dire environnemental. Donc quoi qu'on fasse, nous, quoi qu'on fasse, dans un sens ou dans l'autre, on ne changera rien, ni chez nous, ni chez les autres. Ça, il faut en avoir conscience. Donc ça veut bien dire que ce que l'on va faire s'inscrit dans une démarche qui, elle, a vocation à être beaucoup plus internationale et qui doit être beaucoup plus altruiste à ce niveau-là. Alors je suis d'accord, on n'y est pas, mais c'est ça le sujet. Tout le reste, c'est du blabla. Tout le reste, c'est... Et pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que la technologie, elle est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réponses techniques au réchauffement climatique, au CO2, comment est-ce on peut le capter, comment est-ce qu'on peut le retraiter, je peux vous assurer, moi je reçois les dépêches tous les jours, que ce soit TF1 ou RTL, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas une découverte fondamentale qui va permettre de régler le problème techniquement. C'est pour ça que j'insiste aujourd'hui beaucoup plus sur l'aspect sociétal, sur l'aspect humain, sur l'aspect civilisation, parce que c'est celui-là qui est le vrai défi. Ce n'est pas la solution technique. Quand j'entends aujourd'hui dire « non, mais on n'y arrivera pas », je discutais il n'y a pas très longtemps avec le directeur de Dassault qui était juste assis à côté de moi à RTL. Il dit « si, dans 5 ans, on fait un avion propre ». Oui. 5 ans, mais vous imaginez, ça veut dire que dans 15 ans, il sera commercialement proposé. Donc ça veut dire que dans 15 ans, on a quasiment réglé le problème du transport aéronautique. Je vais un peu vite, mais qui pour moi était un des plus compliqués. Le transport maritime, qui est aujourd'hui un des facteurs les plus... Techniquement, on est déjà quasiment en train de le régler. Donc vous voyez, mec, le souci, il n'est pas technique, il est bien humain, politique, et au sens de la civilisation. On n'a jamais eu, depuis que l'homme est sur Terre, ce défi-là. C'est-à-dire que d'un seul coup, on a une réflexion collective, non pas à l'échelle d'un village, qui était le cas au début du XXe siècle, d'une région au milieu et j'allais dire d'un pays à la fin du XXe siècle. Aujourd'hui, c'est à l'échelle du monde. C'est-à-dire que d'un seul coup, on doit devenir des citoyens presque universels du monde. C'est-à-dire qu'on veut régler ce problème-là, il faut qu'on ait cette réflexion-là. Quand vous y réfléchissez tous, ça vous dit « Waouh, ouais, c'est un sacré défi ». C'est celui-là qui nous attend et c'est celui-là qu'on doit relever. Sinon, tout le reste... C'est, on le voit, c'est des déséquilibres, c'est des pays qui ont envie mais qui ne peuvent pas, c'est d'autres qui sont plutôt des mauvais élèves, sont d'autres qui ont une telle inertie qui n'y parviennent pas, et puis d'autres qui ont un peu de technologie et encore un peu d'argent. C'est l'exemple de l'Europe où voilà, on fait ce qu'on peut, mais sauf que nous aussi, on est interdépendants des autres, on le voit en matière d'énergie aujourd'hui, et que donc c'est bien d'une collectivité, de ce travail collectif qu'on en sortira et que petit à petit, on arrivera à diminuer cet impact qui aujourd'hui est probablement à l'origine de ce réchauffement climatique qui, pour moi, reste un réchauffement. Ça, c'est une dernière petite chose, parce qu'après, je vois que j'arrive au bout du temps, mais on pourra débattre après sur d'autres sujets. C'est que, en fait, il vaut mieux s'attacher à cette élévation moyenne de la température qu'aux événements particuliers. Moi, cet été, on a fait des papiers sur oh là là, mais on n'a jamais vu ça en France. Voilà, c'est ça le réchauffement climatique. Non, parce qu'aujourd'hui, je pourrais vous répondre qu'on n'a jamais eu, écoutez bien, au 28 novembre, autant de neige dans l'hémisphère nord depuis qu'on fait des relevés. Donc tous ceux qui n'y croient pas, là, ils pourraient dire hey, il est où votre réchauffement là ? On n'a jamais vu autant de neige depuis les années 50, où on a commencé à mettre des capteurs dans l'hémisphère nord. Donc ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est bien l'élévation moyenne qui, elle, d'année en année, de mois en mois, se remonte et nous donne ces effets qui, petit à petit, fait que les agriculteurs s'en rendent bien compte. On moissonne à des périodes différentes. Les vendanges, on les fait avec un mois d'avance. Cet été, c'était spectaculaire. Et ça, d'année en année. Ça, c'est l'expression du réchauffement climatique, pas un événement particulier. Parce que ça, on peut le retourner dans les deux sens. Ce que M. Trump a fait, pendant son mandat, il y a eu 2 hivers très rigoureux aux États-Unis et en Amérique du Nord. Il a dit, alors, il est où votre réchauffement ? Non, M. Trump, ce n'est pas ça le sujet. Ce n'est pas un événement, c'est la moyenne d'année en année. C'est ça qui doit aujourd'hui nous faire réagir et nous donner cette conviction qu'il faut qu'on s'adapte. Bon, voilà, je m'arrête. Est-ce qu'il y a, Louis, des éléments positifs au réchauffement ?
À part se faire bronzer à Brest en décembre. Alors, oui, alors je ne sais pas si ça c'est positif, mais évidemment, quand vous allez chez les Inuits, j'ai eu la chance de faire une croisière en montant vers Terre-Neuve, en montant un peu plus haut, bah, évidemment, eux, ils voient ça plutôt d'un bon oeil. Parce que vie plus confortable, hein, quand on vivait dans la glace et puis qu'à un moment il y a un peu de verdure qui apparaît, ce qui entre parenthèses était le cas du Groenland il y a quelques siècles. Hein, donc la météo fluctue de façon naturellement. Mais évidemment qu'eux, ils ont intérêt. Mais si on regarde à l'échelle globale, il y a une injustice terrible. C'est-à-dire qu'en plus, les effets de ce réchauffement vont être beaucoup plus forts sur des pays qui sont déjà en difficulté, c'est-à-dire toute la ceinture tropicale, et effectivement quand on va vers les pôles nord ou au sud. Bon, au sud, il n'y a pas d'habitat, mais vers le pôle nord. Donc en plus, il y a une injustice qui va encore s'aggraver, et c'est bien en latitude tempérée que cette dégradation ou que les effets se feront sentir plus tardivement. Laurent, alors, quand on est assureur, pas facile, les actuaires, ils ont plus de cheveux chez toi, non? Oui, Enfin, depuis de nombreuses années, Louis me fait plaisir le week-end en tant que particulier quand il m'annonce qu'il va faire beau. Et me fait beaucoup de peine quand il m'annonce tous les tracas qui vont nous arriver sur la tête. En fait, le problème pour nous, assureurs, sur le climatique, là aussi on dit on n'est pas météorologue, on n'est pas technicien, mais on constate les choses. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a une fréquence de plus en plus importante à des amplitudes de plus en plus fortes. Alors avant Louis XIV, je ne sais pas, puis il n'y avait pas beaucoup d'assureurs, donc ça ne nous impactait pas beaucoup. Mais aujourd'hui, quand on l'observe, on voit effectivement plus de fréquences, on voit une intensité plus importante, et pour un assureur, plus de fréquences et plus d'intensité, c'est plus de coûts. Et c'est d'ailleurs plus de tracas pour les chefs d'entreprise. Parce que toute la difficulté, c'est qu'une entreprise s'assure en responsabilité civile, s'assure pour la flotte, ses bâtiments. Bien. Il y avait de la grêle, on abîmait un toit, l'assureur réparait le toit. Aujourd'hui, il y a la grêle, la taille des grêlons et l'intensité des grêlons fait que ça casse le toit. Il y a, dans un certain nombre de cas, de l'amiante. Il y a des travaux de désamiantage. Donc non seulement il y a de la réparation de dommages traditionnels, mais il y a du désamiantage et il y a de la perte d'exploitation, il y a de l'arrêt d'activité. Donc pour une entreprise, on doit aller bien au-delà que simplement le dommage matériel sur des niveaux de couverture qu'il faut imaginer beaucoup plus importants. J'ai cité l'exemple des grêlons, mais on pourrait en citer beaucoup plus. Hélène, alors toi, c'est pas la météo, hein, en tout cas pas encore, c'est plutôt tout ce qui est l'intelligence artificielle. Donc tu es experte en stratégie data, en IA, en transformation des organisations, tu as ta propre boîte et tu as un livre magnifique hein, qu'on pourra acheter tout à l'heure et dédicacé, qui s'appelle Datae Humanum, qui est la transformation digitale au service du renouveau humain. Vaste programme. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Parce que si demain matin on a une attaque cyber, tout le monde est mort, on ne pourra plus capter TF1 ni écouter RTL, ça va être dramatique la vie quoi. C'est catastrophique en fait cette soirée. On pourra lire ton bouquin de l'autre côté. Quoi, oui. Donc, je suis ravie d'être là et j'ai envie, et si vous lisez mon bouquin, c'est effectivement un plaidoyer pour la responsabilité de l'entreprise et la responsabilité du dirigeant pour engager sa transformation digitale et data dans un monde d'incertitude et dans un monde où justement il n'y a que des peurs autour et la cybersécurité en fait partie. Je pense qu'aujourd'hui le dirigeant, et chacun d'entre vous, je suppose que vous ressentez ça, on est entouré de plein d'enjeux de catastrophes, d'enjeux sociétaux, en plus des enjeux traditionnels de management des entreprises qu'on a toujours eu. Bon, il y a le climat, il y a les épidémies, on va voir tout à l'heure, il y a plein d'autres enjeux, il y a l'inflation, il y a l'énergie, il y a 1 million d'autres enjeux, et tous ces enjeux sont des enjeux de risque, comme on disait tout à l'heure, et sont des enjeux qui génèrent un certain nombre de peurs dans les organisations, qui cristallisent les peurs, qui créent des fractures sociales au sein du microcosme de l'entreprise, parce que l'entreprise, on a parlé de citoyens tout à l'heure, mais il y a les gens en entreprise sont des citoyens d'entreprise également, donc c'est poreux. Donc avec tous ces sujets contemporains qui crispent tout le monde et avec beaucoup de peur, c'est vrai que ce que je pense, c'est que le responsable, le dirigeant, il a aujourd'hui d'autant plus une responsabilité d'y aller. D'y aller, ça veut dire de ne pas perdre son cap de
de sa stratégie, en fait, de ne pas perdre sa perspective stratégique et au travers de laquelle son information clé, c'est la donnée, c'est ses employés et la donnée. Et donc, comment faire pour ne pas être trop seul et faire en sorte d'avoir une vision qui reste, qui se maintient 360 en fait sur ce qu'il y a à faire pour tenir le cap du futur de l'entreprise et pas juste le faire à des fins de valorisation financière de l'entreprise, mais également le faire à des fins sociétales et à des fins humaines, parce que l'air de rien, en fait, en emmenant l'entreprise dans un projet de transformation digitale, c'est un moyen en fait d'appréhender un certain nombre de risques par les données, on va y revenir, mais c'est aussi un moyen d'embarquer les gens de l'entreprise et d'essayer de, je ne vais pas dire contourner les peurs, mais d'y aller avec du leadership. Et donc, je pense que c'est maintenant ou jamais que le rôle du dirigeant est fondamental, particulièrement parce qu'on a tous ces risques. Alors concrètement, l'orchestration de la transformation digitale, c'est 50%, c'est être prêt sur le plan digital et technologique, mais pas uniquement sur le plan de la technique, exactement comme ce que vous disiez tout à l'heure sur le plan du climat. C'est pas juste une histoire de technologie, c'est une histoire de proposition de valeur autour de la technologie et en quoi ça va nous aider à créer de la valeur. Mais ça, c'est 50%. Et l'autre 50%, c'est un 50% de leadership et d'embarquer les gens avec un projet et avec une vision de à quoi tout ça sert et comment faire en sorte de créer une valeur également sociétale. Et donc, le truc là qui me semble important, c'est que c'est le moment pour le chef d'entreprise de s'emparer du sujet. On est dans un moment où tous ces risques font peur également au COMEX. Dans le COMEX, il y a quand même beaucoup de monde qui a peur également. Et le dirigeant est souvent un peu seul par rapport à ses choix, par rapport à ses décisions d'investissement, par rapport aux directions à prendre. Et c'est là, justement, alors évidemment, il est plus aidé s'il a un conseil d'administration, s'il a un advisory board, s'il a un peu d'aide autour de lui. Et je pense qu'il faut désacraliser ces aides parce qu'on est un peu seul, on a besoin un peu d'aide, on n'est pas censé tout savoir sur tous les sujets. C'est vrai que moi j'ai bossé aux États-Unis pendant de nombreuses années et la mentalité est très différente en France où on a l'impression qu'on doit en tant que dirigeant tout savoir, c'est pas normal de pas tout savoir. Or c'est impossible de tout savoir avec tous les sujets, de tous les risques contemporains qu'on a aujourd'hui et qu'un dirigeant doit gérer. Donc en tant que dirigeant, pour faire avancer en fait cette création de valeur par la transformation digitale et data, il doit s'en emparer lui-même. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de dirigeants qui font en sorte que ce soit un sujet sur lequel on ne sait pas, avec tout ce qu'il y a en cours en ce moment, on va peut-être pas investir dessus, peut-être quel va être le retour sur investissement, on a d'autres priorités, il y a une urgence avec le climat, il y a une urgence avec l'inflation, il y a une urgence avec les épidémies, toutes ces urgences font que il faut faire ça en premier et on relègue un petit peu souvent le sujet de la transformation digitale et data au bénéfice de ces urgences. Et c'est justement là, je pense que c'est important de prendre position, de ne pas reléguer cette problématique à son IT manager ou à son CDO, aussi performant et brillant soit-il, mais de s'en emparer. La cybersécurité en fait partie. C'est-à-dire qu'en fait, si on fait en sorte, en tant que dirigeant, d'engager ce qu'il faut sur le plan de la cybersécurité et de la protection à la fois des infrastructures et des données de l'entreprise, alors ça peut donner lieu à une sorte d'élan de création de valeur qui vient de la direction, qui ne vient pas d'ailleurs, qui va permettre de créer un élan positif. Alors, j'essaie de mettre un peu de positif dans cette discussion, mais j'y crois fondamentalement quand on rôle du chef d'entreprise, entre guillemets, entrepreneur, aujourd'hui, c'est qu'il doit, en fait, d'autant plus créer un élan positif, donc se blinder d'autant plus sur le plan de la sécurité numérique, pour activer, transformer, aller jusqu'à une évolution de son business model. Donc, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais ce sont des étapes qui sont super importantes. Et du coup, faire en sorte dans son leadership que son entreprise et donc les gens qui composent son entreprise, parce qu'à un moment donné, c'est les gens qui comptent, c'est pas les technologies qui vont toutes seules avec leurs petites pattes faire tout ce qu'il y a à faire, sont les gens avec lesquels il va falloir être une boîte apprenante
sur ces sujets. Et je pense que pour le sujet de cybersécurité, d'ailleurs, c'est fondamental de sensibiliser tout le monde et pas uniquement faire le job dans une tour d'ivoire parce qu'on est un IT manager et qu'on sait tout et que les autres savent rien. Mais au contraire, sensibiliser, responsabiliser et devenir une société apprenante par rapport à l'ensemble de ces citoyens d'entreprise qui doivent comprendre le risque, mais qui doivent essayer à leur manière, à leur niveau, pas seulement que ce soit un niveau très très haut, mais à arriver à traduire ça dans leur comportement au quotidien avec plein de micro-choses réalisées au quotidien pour faire leur part en fait du travail sur la protection de l'entreprise, mais en même temps apprendre également ce qu'est ce gros mot de l'intelligence artificielle, ce qu'est ce gros mot du digital ou de la data, pour essayer aussi de faire en sorte de jouer son rôle et faire en sorte qu'il y ait une organisation qui respire. Je crois beaucoup aux organisations qui respirent. Aujourd'hui, avec toutes ces peurs, ça cristallise plein de choses. Il y a beaucoup de silos dans toutes les boîtes. Et si on organise l'organisation de manière plus ouverte, avec des datas ouvertes, bien sûr, avec la gouvernance qui s'ensuit, mais ça permet beaucoup plus de fluidité dans l'organisation et de responsabilité des uns et des autres. Donc, au final, le leadership du CEO, du dirigeant aujourd'hui, et c'est un leadership qui me semble être responsable par rapport à tous ces sujets qui se posent et les intégrer dans une stratégie digitale et data, c'est une manière efficace de travailler et qui embarque tout le monde. Parce qu'en réalité, c'est quand on aura au fur et à mesure des datas, des données sur l'ensemble de ces sujets, qu'on ne pourra jamais tout prévoir, exactement comme ce que vous avez dit sur le climat, mais au moins on pourra appréhender, travailler avec et de manière itérative et de manière participative, faire avancer tout le monde pour augmenter la valeur de l'entreprise, la valeur financière, mais également la valeur individuelle, la valeur collective et la valeur sociétale. Merci Hélène. Laurent, chouette, hein, après le climat, la cybersécurité, c'est super ton métier. Hein, oui, non, mais on avait trouvé des gens qui donnent envie de s'assurer. Quand vous allez heureusement qu'il y a l'immobilier dans le groupe. Hein, c'est certain que vous n'allez pas vous poser la question de savoir s'il faut s'assurer. En fait, on avait une première partie qui était climatique. Le climat, on le connaît bien, on le maîtrise bien et globalement, les entreprises et les personnes sont relativement bien assurées sur le sujet, même s'il faut toujours vérifier. Sur le deuxième sujet qui est plus récent, la cybercriminalité, on voit le besoin. On voit ce côté systématique, ce côté global. Et là, c'est toute la difficulté d'analyse pour un assureur qui, pour l'instant, n'a pas de recul extrêmement profond et de données statistiques très bonnes, alors que les risques sont réels. Hein. C'est de la cybercriminalité, les ransomware, c'est l'atteinte à l'image, c'est de la réactivité. Enfin bon, il y a beaucoup de choses très, très importantes. Et la question, c'est comment on va l'assurer, à quel niveau on va l'assurer et comment on va pouvoir aussi se garantir d'une mutualisation, parce que pour pouvoir assurer, il faut que le risque soit le plus largement mutualisé. Il y a deux étapes sur lesquelles on peut travailler et réfléchir. Le premier que nous proposons et que nous conseillons, c'est d'abord, ça fait le lien avec ce que vous disiez, c'est de la sensibilisation. Sensibilisation des équipes dirigeantes, sensibilisation des collaborateurs, de la formation, de la prévention. Ça, c'est une première étape indispensable. Le meilleur moyen de ne pas avoir à subir un risque, c'est de l'éviter. Et pour l'éviter, on sait que majoritairement, lorsqu'il y a une attaque, lorsqu'il y a un problème, ça a été une difficulté d'une manipulation interne qu'on aurait pu éviter, même si les hackers sont de plus en plus puissants. Et puis après, la deuxième partie sera de voir comment un assureur peut effectivement accompagner pour remettre l'entreprise en situation suite à une attaque. Mais c'est un autre sujet et c'est pour ça qu'il faut qu'on en parle tranquillement. Alors, troisième sujet formidable, hein, grâce à Nizar, voilà, qui est médecin, qui est docteur, qui est épidémiologiste, médecin et responsable du centre de référence déficit immunitaire héréditaire de l'enfance et de l'adulte, hein, l'hôpital Necker, enfants malades. Donc d'abord, bonsoir, tout va bien. Alors toi, il faut que tu fasses que des trucs positifs. Voilà. Oui. Donc oui, la oui. Covid, on n'en parle pas. Tout ce qui traîne, il n'y a rien. Ici, on a tous des masques, donc la vie est belle. Écoutez, mais je vais essayer d'être extrêmement positif. Je pense qu'il y a matière à l'être. J'ai noté un certain nombre de choses que les trois personnes qui partagent la table avec moi, je trouve, ont proposé et qu'on peut reprendre pour le sujet qui est celui que je vais essayer d'adresser. On a parlé de risque, on a parlé d'aléas, on a parlé de vigilance.
Mais on a aussi parlé de conscientisation, de sensibilisation, de prévention, d'aspect sociétal, d'interdépendance, même de globalisation, de mondialisation. On a parlé aussi de leadership, c'est fondamental dans le domaine de la santé. Au terme global, humaine, mais aussi on verra que ça ne concerne pas que les hommes et les femmes. Et puis je terminerai par les opportunités de mobilisation qui sont vraiment importantes et magnifiques. Donc on a beaucoup appris ces dernières années, on a beaucoup tâtonné aussi, mais je crois qu'on a aussi beaucoup appris et beaucoup progressé. Alors les épidémies, globalement, c'est quoi? C'est les microbes. Hein. Les microbes existent depuis bien avant les êtres humains, et d'aucuns disent qu'ils existeront encore après que les humains se seront éteints. Espérons qu'on ne s'éteindra pas tout de suite, mais il est probable qu'effectivement, ces agents souvent unicellulaires, microscopiques, hein, qu'on a découvert, vous savez, hein, c'est très très récent la découverte des microbes, hein. C'est 200 ans, 150 ans, 200 ans. On pense beaucoup à Pasteur. En réalité, c'était un petit peu avant, et il y a eu beaucoup de débats sur le rôle des microbes dans les maladies humaines. On connaissait les maladies humaines infectieuses, mais on ne savait pas, quand on a découvert qu'il y avait ces corpuscules, si ou non, oui ou non, ils étaient là en bonne compagnie avec nous, ou s'ils avaient un rôle pathogène. Ces microbes n'infectent pas que les humains, ils infectent aussi les animaux, ils infectent aussi les végétaux, donc la vigne par exemple, pour évoquer un végétal qui nous tient à cœur ce soir. On est en coévolution avec les microbes depuis des millions d'années. Et le prix Nobel de physiologie et de médecine 2022, c'est un Suédois qui l'a eu pour le rôle de la paléogénétique. Ça veut dire la génétique des êtres, des hominidés avant les humains modernes, et notamment un hominidé que vous connaissez bien qui s'appelle Néandertal. Et par exemple, on sait, depuis quelques années seulement, qu'on a un peu de génome dans nos gènes, de génome de Néandertal, entre 2 et 3-4%. Et en fait, on se demande s'il sert à quelque chose. Et depuis quelques années, on se rend compte que oui, il sert à quelque chose, et notamment pour tout ce qui est protection vis-à-vis des microbes. Alors c'est pour ça que je vous en parle. Et par rapport au Covid, avant le Covid, on ne savait pas que le Covid existait, puisque cette maladie n'était pas connue, ce virus n'existait pas, ou en tout cas, il n'avait jamais été détecté chez les êtres humains. Quand on reprend un tout petit peu les historiques des patients infectés, hospitalisés en réanimation pour pneumopathie, détresse respiratoire, en septembre, octobre, novembre 2019, je rappelle que les premiers cas en Chine, c'était fin décembre 2019, eh bien, sur des prélèvements conservés dans les laboratoires de microbiologie dans les hôpitaux, différents hôpitaux, y compris du monde, y compris en France, on a pu revenir et rétrospectivement se dire, tiens, c'était du Covid en fait. Hein, d'accord ? Mais à l'époque, c'était les tout premiers cas. Et en France, on a vraiment vu les premiers cas arriver en février, et puis le premier confinement en 2019. Alors, le confinement, c'est vraiment une solution qu'on n'aurait jamais cru vivre, je crois. Moi, je le lisais dans les livres d'histoire de la médecine. La quarantaine, la fameuse quarantaine, la peste. Et la peste, c'est vraiment la maladie épidémique contagieuse par excellence. Encore aujourd'hui, quand vous souhaitez à quelqu'un qui éternue à tes souhaits, eh bien, vous ne le savez pas, mais ça veut dire tu n'en as pas pour longtemps, puisqu'en fait, tu as la peste noire. En réalité, ne jamais être poli, voilà. Ne jamais dire ça. Bon appétit, ça n'existe pas non plus. En anglais, on dit bless you, c'est God bless you, et ça veut dire globalement sois béni, parce qu'en gros, tu n'en avais plus pour très très longtemps, vu que c'était la peste noire. Et que mais la les peste Anglais, noire, on s'en fout un peu. Mais c'était 80% de mortalité, oui. Non, c'est juste, je trouvais que c'était intéressant quand même de vous dire qu'il y a quand même des réminiscences dans la langue française qu'on a complètement oubliées, mais on vit avec au quotidien tellement ça a pénétré notre inconscient même et notre langage. Alors, l'historique des épidémies, c'est le XIIIe siècle, 1250, avec surtout la peste. Il y a eu plusieurs pandémies. Hein, la peste à l'époque au Moyen-Âge, ça circulait de pays en pays, de continent en continent. Et déjà, l'Asie à l'époque était l'épicentre de la plupart de ces pandémies. On a compris qu'il fallait se laver les mains. Ça, là. Alors ça, à l'époque, c'était du savon, mais maintenant, il y a ça.
en 1847. Et le type qui a trouvé ça, voilà, c'était une sorte de bouc émissaire. On lui a dit non, c'est pas possible. Il a fini dans un asile psychiatrique. Il s'appelle Semmelweis. Il y a une statue, il y a de nombreuses statues de lui dans les facs de médecine aujourd'hui, mais c'est vraiment quelqu'un qui a joué un rôle fondamental. Les vaccins, c'était pas Pasteur, c'était Jenner en Angleterre quand même, les Anglais, la variole. Et il nous a fallu un peu moins de 200 ans pour qu'on ait officiellement l'éradication de la variole sur la surface de la Terre. Elle n'est présente que dans des laboratoires ultra sécurisés, mais donc attention, risque bioterroriste possible, car plus personne n'est immunisé contre la variole aujourd'hui. On espérait pouvoir dire la même chose de la polio. Alors il y avait, dans les années 50, on disait « c'est fini les maladies infectieuses ». Pourquoi ? Les vaccins, l'hygiène alimentaire, une meilleure nutrition, l'hygiène des mains, etc. Et les antibiotiques. C'est révolutionnaire. Quand on fait une courbe de l'espérance de vie, de 1900 à 1920, c'était 50 ans, 60 ans d'espérance de vie dans les pays occidentaux. Et ensuite, ça n'a fait que croître, pour atteindre 83 ans pour les femmes en Europe, un petit peu moins pour les hommes, même si on entend dire que dans certains pays, depuis quelques années, cette espérance de vie commence à décroître au Brésil, aux États-Unis, pour d'autres facteurs qui sont essentiellement liés à des maladies non contagieuses. Et donc là, on voit les problématiques d'obésité, de maladies cardiovasculaires. Donc c'est fondamental. Et alors le terme, on parle d'épidémie, alors c'est un mot grec qui veut dire circuler dans un pays. D'accord ? Donc on voit bien un petit peu la notion. Et alors l'épidémiologie, c'est la science qui s'occupe de ces épidémies. Et c'est les data. Donc je suis très content d'avoir à côté de moi une spécialiste des data, parce qu'il y a un Anglais qui à Londres se dit mais il y a du choléra. Et puis il s'est dit mais comment est-ce qu'on fait ? On ne connaissait pas de microbes à l'époque. Et comment est-ce qu'on fait pour trouver la source et surtout trouver des solutions ? Et je viendrai vers la fin à quelles solutions on peut avoir pour les maladies épidémiques aujourd'hui et celles qu'on ne connaît pas encore. Il a simplement cartographié les cas et il s'est rendu compte qu'il y avait une pompe à eau, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'eau partout, donc les gens allaient dans la rue et il y avait une pompe, une fontaine. Et donc, on a fermé la fontaine et en quelques jours, il n'y avait plus de cas de choléra. Le choléra, c'est une maladie, c'est une diarrhée liquidienne qui tue dans 80% des cas de déshydratation. Voilà, donc c'était pour planter un petit peu le contexte. On vit avec des microbes. Vous savez peut-être que sur le nombre de cellules qui nous constituent, on a 10 puissance 13 cellules qui nous constituent, c'est beaucoup. Et on en a 100 fois plus. On a 100 fois plus de microbes. Chaque être humain, chacun de vous, là, sur vous et en vous, on a des microbes. Alors les microbes, c'est des bactéries, mais aussi des virus, des champignons, et puis parfois quelques-uns ont des parasites aussi, mais ça, normalement, on n'aime pas trop les avoir. C'est pour la fin de la soirée, ça. Alors, les pandémies. Alors, pandémie, il y a donc épidémie, c'est une infection, c'est un nombre de cas qui tout d'un coup surgit, d'accord, dans un lieu défini, donc ça suggère une maladie contagieuse, et donc là, on sait que c'est quand même énormément de maladies, causées par des maladies infectieuses. Et on a le terme endémie. Une endémie, c'est une infection qui est à bas bruit et avec laquelle on vit. D'accord ? Par exemple, le Covid, c'est en train de devenir une maladie endémique. C'est-à-dire qu'on vit avec. Alors, ça nous enquiquine, ça nous embête, etc. Mais on vit avec, grâce notamment aux progrès techniques, notamment liés aux vaccinations et à certains médicaments qui ont été pour des populations fragiles. Et puis le terme pandémie, alors pandémie, ça veut dire les épidémies qui touchent le monde entier, ou en tout cas un grand nombre de pays. Heureusement, il n'y en avait pas eu tant que ça. J'ai parlé de la peste, mais les pandémies du XXe siècle, c'est la grippe en 1918-1919, la grippe dite espagnole. C'était en fait les soldats qui, après la Première Guerre mondiale, revenaient dans leur pays. Donc vous voyez, le Canada, États-Unis, Afrique du Nord, etc. En 1957, la grippe dite asiatique ou de Hong Kong, et puis en 1968. Donc on oublie, mais la première pandémie du XXIe siècle, c'est pas le Covid, c'est la grippe. À nouveau, donc la grippe en 2009, et le Covid donc qui nous est tombé dessus. Mais avant, il y avait eu quand même des alertes avec le SARS et le MERS au début du XXIe siècle. C'est des coronavirus aussi. D'accord ? Et depuis de nombreuses années, on savait qu'il allait avoir un coronavirus qui allait nous tomber dessus. On ne savait pas quand, on ne savait pas comment, mais on savait que potentiellement, ça pouvait être gravissime. Sauf qu'on n'était pas prêt.
On le savait et on n'était pas prêt. Donc là, on revient sur des biais cognitifs. Et je pense que les changements intellectuels, sociétaux sont fondamentaux. La question aujourd'hui, c'est quid des prochaines pandémies? Évidemment, tout le monde se pose la question, personne n'a la réponse. C'est possible que d'autres coronavirus émergent. Et les efforts qui existent déjà de surveillance des zoonoses, alors encore un nouveau terme un petit peu technique, les zoonoses, c'est les maladies qui touchent les animaux, d'accord, zoologie. Et donc, il y a des gens qui sont très courageux, dont c'est le métier, qui sont des vétérinaires, qui vont dans des grottes pour aller capturer dans leur filet des chauves-souris, merci beaucoup, Oui, parfois des canards pour les grippes dites aviaires mais sauvages, et d'autres, et puis donc voilà, qui vont les prélever, reviennent dans leur laboratoire, les testent, et donc font ça de manière régulière. On a très très peur de réémergence d'épidémies connues, grippe par exemple, mais aussi d'émergence de microbes qui touchent les animaux et qui peuvent passer la barrière d'espèce. D'ailleurs, il y a certains microbes qui passent la barrière d'espèce dans les deux sens, donc c'est très très important. Vous vous souvenez, à l'époque, on se posait pour le Covid, est-ce que les chats peuvent contaminer, par exemple. Donc on sait maintenant un petit peu plus de choses. Je vais parler de maladies épidémiques connues que vous ne connaissez pas, mais qui sont en train d'arriver. Alors, quand je dis vous ne connaissez pas, je suis présomptueux, vous les connaissez sûrement. Mais pourquoi j'en parle? C'est parce que c'est là, pour le coup, des pathologies qui existent, qu'on connaît, on sait comment elles se transmettent, on a parfois des médicaments pour cela, ou en tout cas des mesures barrières pour cela, et on ne les connaissait pas chez nous, en France. Et elles sont en train d'arriver. Par exemple, là, il y a quelques semaines, en septembre, il y a eu une alerte de la DGS pour la dengue. Je ne sais pas si vous connaissez la dengue, d'accord, D-E-N-G-U-E. Quand on part en voyage, notamment en Asie, c'est bien, c'est de bon ton d'aller se faire vacciner. D'accord. Donc c'est une maladie qui donne une très forte fièvre, qui peut donner d'autres symptômes, mais c'est surtout une très forte fièvre. Et on dit que si on la rattrape une deuxième fois, vu qu'on a été immunisé, nos anticorps peuvent être plus toxiques que la maladie elle-même et on peut faire une dengue très grave. Alors vous voyez que là, on approche ce qu'on disait tout à l'heure en termes d'interdépendance, c'est qu'on voyage tous. Enfin, en tout cas, il y a des changements de comportement humain à de multiples niveaux et on voit la complexité de la chose. Donc par exemple, les voyages. Alors les voyages, on parle de tourisme bien sûr, mais il y a aussi, et notamment, on sait que les allées, enfin, le réchauffement climatique, si je reprends bien le terme, va induire des migrations. Il y a déjà des migrations actuelles qui sont causées plutôt par le côté économique, mais ça va être surajouté, enfin, l'impact climatique va surajouter à cela et va modifier clairement l'épidémiologie des populations migrantes et donc comment va s'intégrer les germes qui sont a priori donne peu de maladies graves dans les pays d'où viennent les gens qui migrent, mais qui peut, là, dans un environnement nouveau, provoquer quelque chose d'inconnu. Je ne reviens pas sur le fait que, par exemple, les conquistadors ou bien la conquête de l'Ouest américain a beaucoup joué sur la transmission de maladies infectieuses pour décimer les populations autochtones. Donc c'est vraiment fondamental. Alors, les risques Alors, depuis 2007, on disait tout à l'heure, là, il y a plus de la moitié de la population qui vit sur Terre vit dans des zones urbaines. C'est un changement majeur dans l'histoire de l'humanité. Et depuis cette période-là, il y a plusieurs zoonoses qui ont frappé le monde. Je vais juste m'amuser à faire une petite liste pour vous faire peur. La fièvre de la vallée du Rift, le chikungunya, j'ai entendu tout à l'heure, le Zika, on en a beaucoup entendu parler, la dengue, les fièvres hémorragiques liées à Ebola ou la fièvre de Lassa, la fièvre Usutu, le West Nile, le monkeypox et la variole du singe dont on a beaucoup entendu parler. Mais on n'invitera plus. Une des dernières. Voilà. Et les grippes aviaires. Bon. C'est les singes, les chauves-souris, les chiens, les rongeurs, les oiseaux, j'ai parlé des canards mais il y en a d'autres, le bétail et puis nos fameux amis, les moustiques. Donc clairement, le déséquilibre, qui est un mot que j'avais noté aussi dans les écosystèmes, sont en train de se manifester. En quelques décennies, l'empreinte humaine, l'anthropocène, on appelle ça, a joué un rôle majeur dans les changements des équilibres. Alors ça veut pas dire forcément que, enfin en tout cas il y a une période de changement. Peut-être qu'on trouvera un équilibre nouveau, mais en tout cas la main de l'homme, et comme disait un de mes chefs de service en pédiatrie, ou de la femme, peut entraîner
des modifications d'équilibre. Alors, c'était notamment quand on fait des prises de sang et qu'il y a parfois des erreurs d'étiquetage de tubes, vous savez, donc c'est juste pour ça qu'on disait ça. Donc, je préfère clarifier. Il y a, alors j'ai noté, parce que la liste est longue. L'essor démographique mondial, on l'a évoqué. La mondialisation amplifiée de tous les échanges, alors que ce soit du tourisme, mais aussi des échanges de marchandises et de biens. L'urbanisation est un des aspects particuliers de cela. Les élevages intensifs, donc pour l'agriculture, le trafic d'animaux sauvages aussi, par exemple. On sait que ça, notamment pour l'Ebola, c'est comme ça que ça s'est manifesté au tout départ, avec de la viande de grands singes qui avaient été tués pour se nourrir et qui a contaminé des gens et qui ensuite s'est transmis aux populations. Les déforestations et l'extension des terres pour extension des terres agricoles et les changements climatiques qui vont modifier clairement les écosystèmes et les habitats des espèces sauvages et des insectes vecteurs. Alors, il ne faut pas oublier dans la main de l'homme aussi le fait que j'ai parlé tout à l'heure des effets bénéfiques des antibiotiques. Alors, on a beaucoup entendu parler, les antibiotiques, ce n'est pas automatique, évidemment, et c'est vrai que c'est très important. Et pourquoi ? C'est parce qu'on sait que les germes deviennent résistants aux antibiotiques. Et alors, là, c'est une possible pandémie. Ça tue un nombre de gens faramineux dans les hôpitaux ou en dehors des hôpitaux, dans le monde entier et en France aussi. Là, la semaine dernière ou la semaine d'avant, c'était la semaine européenne et mondiale de ce qu'on appelle l'antibiothérapie, l'antibiorésistance. Donc je vous invite vraiment à être concerné par ça, parce que pour le risque, notamment en termes d'infection nosocomiale, c'est hyper important. Dans les pays subsahariens, on connaît bien la tuberculose multirésistante, alors qui se combine souvent au paludisme et au VIH, au sida. Ouais, je fais pas un métier très drôle. Mais t'es sympa comme garçon, heureusement que t'es sympa. Et puis, je vais terminer pour le côté triste par l'hésitation vaccinale. Alors, j'emploie un mot prudent, l'hésitation vaccinale, pour ne pas dire le scepticisme. Mais ça, on voit bien que là, encore une fois, la semaine dernière, dans un grand journal scientifique international, en headline, en titre, résurgence de la rougeole. Alors, la rougeole, franchement, c'est 12 à 15 fois plus contagieux que le Covid. Et ça tue. Donc je vais terminer par les solutions. Alors, les solutions... Restez chez vous. Lutter contre nos biais cognitifs et donc avoir conscientisé nos biais cognitifs. Avoir une approche interdisciplinaire. Moi, je crois beaucoup à l'interdisciplinarité, l'échange. Et avoir une approche qui soit locale, nationale, continentale au niveau, nous, ici en Europe, et puis évidemment internationale. On disait les capteurs depuis 50 ans en Europe du Nord pour la météo. Il y a aussi des capteurs équivalents. Alors depuis plus longtemps, c'est les instituts Pasteur. Donc ça, c'est vraiment un réseau que beaucoup de gens nous envient. Mais il y a aussi des instituts privés, publics qui existent. Il y a de nombreuses agences qui existent en France et à l'étranger pour lutter contre ça. Nos armes les plus puissantes, c'est améliorer nos connaissances. Donc chercher, faire de la recherche fondamentale, appliquer, c'est hyper important. Mieux comprendre quelle est l'empreinte de nos comportements sur notre environnement, sur nos comportements en société, sur, par exemple, le monkeypox, la variole du singe, c'est la transmission sexuelle, le VIH pour beaucoup aussi, donc c'est important aussi de bien avoir conscience de cela. Nos jeunes pensent que le VIH n'existe plus, c'est dramatique, ils continuent à s'infecter. On a besoin de mieux collecter nos données de santé et de les échanger. Le système national de données de santé en France est un outil extrêmement puissant. On a besoin d'améliorer nos outils de surveillance et de reporting. Ça existe, ils sont très efficaces, mais peut-être encore devraient-ils l'être plus. On a besoin de donner plus d'argent à nos universités, nos instituts publics, mais aussi de soutenir les efforts de R&D pour les startups, mais aussi les entreprises pharmaceutiques, y compris les big pharma. On a besoin de tous pour travailler. On a bien vu, notamment pour les vaccins Covid, que ça a été extrêmement important. Bien réfléchir à nos capacités industrielles pour produire ces médicaments, parce que c'est bien d'avoir la preuve de concept, mais après, il faut le mettre en œuvre à l'échelle globale. Et puis, mieux anticiper, avoir confiance en l'avenir, savoir qu'on a toujours vécu avec des microbes, on a toujours pu avoir des capacités
pour rebondir. Et puis intégrer la notion, je vais terminer là-dessus, c'est une notion fondamentale que je voulais porter à votre connaissance, ça s'appelle One Health, c'est une santé, c'est la santé des humains interconnectée avec la santé des animaux, interconnectée avec la santé des écosystèmes, et que là, si on réfléchit comme ça, on a plus de chances de mieux anticiper et mieux gérer notre avenir. Merci beaucoup, Nizar. Laurent, même pas peur? Non, mais j'avais envie de dire que les assureurs étaient des créateurs de sérénité, mais là, j'hésite. Bien, non, mais sur le sujet, blague à part, autant les sujets médicaux traditionnels de maladies, d'arrêt de travail, indemnités journalières et autres, ce sont des choses que nous maîtrisons parfaitement bien. Autant la notion d'épidémiologie, la notion de pandémie est une difficulté liée à la systémie. Comment pouvons-nous couvrir cela? Et vraisemblablement que ce sont plus des réflexions nationales, voire des réflexions internationales, comme cela a été évoqué. D'ailleurs, il est évoqué le fait d'étendre les catastrophes naturelles que tout le monde connaît à des catastrophes sanitaires demain, parce que ce sont des sujets qui dépassent de loin une réflexion d'un assureur. Et d'ailleurs, et peut-être pour boucler sur l'ensemble des trois sujets, au-delà des actions techniques que l'on peut mettre en œuvre chacun dans nos métiers, au niveau de la recherche médicale, au niveau de l'informatique, au niveau de la climatologie et au niveau de l'assurance, je crois qu'il faut que nous posions la question sur l'ensemble de ces risques quand on est un citoyen d'une part et quand on est un professionnel ou un entrepreneur d'autre part, c'est quelles orientations, quels choix en amont politiques ou quels choix philosophiques nous souhaitons mettre en place, et derrière ces décisions et derrière ces choix de société, on pourra correctement orienter des actions opérationnelles dans nos métiers techniques les uns et les autres. Si nous ne prenons pas ce recul en amont, nous gérons ça par le petit bout de la lorgnette de manière purement réactive et pas proactive et certainement pas concertée. Donc, je reprendrai simplement cette notion de la proactivité, de la transversalité, et puis en fait du courage et une morale politique en amont. C'est certainement la meilleure manière de traiter l'ensemble de ces risques. Ben, c'est un vrai sujet. On s'est posé cette question-là parce que effectivement, suite à une difficulté que l'on pourrait avoir, alors prenez tous l'application EcoWatt, téléchargez-la parce qu'elle vous permet de vérifier quand est-ce que nous allons être en difficulté de consommation électrique et soit de limiter notre consommation, soit d'arrêter un certain nombre de choses. À défaut, de toute façon, il y aurait un risque de rupture ici et là. Et pour un assureur, c'est une question que nous nous sommes posée. Quid de l'arrêt d'activité? Alors, il y a déjà des arrêts d'activité forcés dans un certain nombre de métiers. Les gens qui utilisent énormément d'énergie, ceux qui ont besoin de beaucoup de gaz, ceux qui cuisent des tuiles, etc., etc. Aujourd'hui, arrêtent non pas parce qu'ils n'ont pas l'énergie, mais parce que l'énergie coûte trop cher par rapport à la production. Donc derrière, comment couvrir? Donc là, avant tout, et une fois de plus, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est avant tout un problème de responsabilité et de société dans la gestion du risque, plutôt que la question de savoir comment derrière, potentiellement, un assureur ou des assureurs pourraient indemniser, parce que la systématisation et le sinistre en cascade qu'il y aurait ne permettrait pas d'avoir une réponse purement assurantielle. Donc la première chose en amont, c'est effectivement chacun que l'on sache où on va aller, quels sont nos risques et pouvoir essayer de les limiter. Mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, mais tous les billets algorithmiques, c'est un vrai sujet. On en parle maintenant, on n'en parlait pas au début. Parce qu'aussi la population en fait des data scientists qui travaillent ces algorithmes, c'est des populations spéciales en fait, quand même entre eux. Ils ont même des moi, j'en ai dirigé beaucoup dans le monde entier. Ils ont leur ego. Ils n'aiment pas toujours partager. On croit qu'ils partagent et qu'ils sont par nature dans la data, donc dans le partage, donc ils n'aiment pas toujours partager. Et ils n'aiment pas forcément, ils ne sont pas non plus dans la sobriété algorithmique systématique, parce qu'il y a ceux qui sont meilleurs que les autres et ceux qui sont moins bons, ils vont faire plein d'algorithmes et plein de programmations les unes sur les autres en faisant des copier-coller et on ne sait pas ce que ça donne à la fin. Et en tant qu'utilisateur final,
on reçoit quelque chose. Donc je pense que ce sont des sujets qui ont été mis au jour depuis quelques années maintenant. Ça ne l'était pas auparavant, donc tant mieux. Je pense, comme vous disiez tout à l'heure, c'est un processus itératif en fait. On s'adapte au fur et à mesure. On ne sait pas tout sur tout, mais au fur et à mesure où on sait plus, on s'adapte, on apprend. Et je pense que la responsabilité qu'on a, c'est de faire comprendre et de responsabiliser. Je reviens à l'entreprise. Je considère qu'on a besoin dans ce leadership de faire en sorte que l'algorithme soit ouvert, qu'il y ait une responsabilité de comment on travaille l'algorithme de manière ouverte. Donc, il faut manager les gens différemment pour pouvoir le faire. Et puis, qu'il y ait une responsabilité éthique, en fait, dans les choix à faire. Donc, une responsabilité dans les choix techniques qui ne doivent plus être cachés, mais qui doivent être discutés. Et pour autant, cette responsabilité, cette éthique, elle est fondamentale, mais elle donne lieu à un certain nombre de régulations derrière. Et je pense qu'il faut aussi en parler, parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans un travers où les régulations vont bloquer toute cette démarche, en fait. Et les Américains sont complètement à l'inverse. Probablement, les Européens sont plus dans un système de veiller à avoir un peu une philosophie, à avoir plus de protection de l'individu et à être plus sensible, en fait, à ce travail sur éliminer les biais dans les algorithmes. Mais pour autant, je pense que l'équilibre entre l'innovation et l'éthique, c'est quelque chose qui est un art, ce qui est de l'art, c'est art and science, et que l'Europe n'est pas mauvaise là-dessus. Il y a même des courants aux États-Unis, en collaboration avec Sciences Po, le McCourt Institute, qui travaillent justement, qui regardent l'Europe en disant qu'on n'est pas si mauvais non plus pour travailler à peu près l'équilibre entre l'innovation et l'éthique, et on a besoin d'un bon équilibre entre les deux. Lisa ? Je suis tout à fait raccord avec la position d'Hélène et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez posé comme question et la liste des aspects qui serait, voilà, on ne va pas la dérouler, mais elle serait encore plus longue. L'éthique en intelligence artificielle, elle va être fondamentale. On voit bien que ça pose déjà des problèmes. On voit que certains, donc les grands groupes comme des GAFAM ou autres, ont maintenant des départements d'éthique pour leurs solutions d'IA, mais que déjà certains ont eu des positions qui n'ont pas plu au big boss et ils se sont fait virer, tout simplement, pour dire les choses rapidement. Donc on voit bien qu'il y a un vrai enjeu et là, la société doit être informée, se positionner, qu'est-ce qu'on veut comme choix. Et il ne faut pas oublier que l'IA, c'est quand même des hommes et des femmes derrière. Donc c'est nous, quoi. Donc il ne faut pas oublier ça. Alors peut-être qu'un jour, des programmes feront des programmes. Peut-être même que ça existe déjà. Je pense qu'aujourd'hui, on a encore la main sur ce qu'on veut comme société dans quelques années. Louis ? Oui, moi ce que je voulais ajouter, c'est d'ailleurs ma question aujourd'hui, est-ce que la nature peut être mise en équation ? Oula. Ben oui, non mais vous avez 3 heures, monsieur. Nous, en tant que météorologue, moi, c'est ma question aujourd'hui. C'est-à-dire que, vous le savez, mais Météo France utilise les plus gros ordinateurs disponibles, les plus grosses intelligences, les plus gros calculateurs. Il y en a encore un nouveau qui va arriver bientôt, qui est voilà, et on bute. C'est-à-dire que cette mise en équation. Et là, je me suis mis en rapport avec des mathématiciens, notamment à Nice. Je me suis dit, mais est-ce que le chaos peut être mis en équation ? Donc, ça veut dire que malgré effectivement toutes les intelligences, tout ce qu'on va pouvoir créer, est-ce qu'à un moment on sera capable de prévoir cette évolution. Alors moi, c'est en météo, mais ça peut être prévision d'une espèce, d'une maladie. Est-ce qu'on sera capable de le faire réellement ? Moi, je me pose la question aujourd'hui. Je n'ai pas la réponse. Ouais. Laurent, tu as la réponse ? Ah non, j'ai absolument pas la réponse. Alors là, je ne suis qu'assureur, mais... Oui, mais le risque, les statistiques quand même, le tremblement de terre, les volcans, tout ça, là. Même s'il y a on utilise, vous vous en doutez bien sûr dans nos métiers, beaucoup d'algorithmes et avec des foules de data, mais même s'il y a de la machine learning qui est utilisée de plus en plus souvent et qui s'auto-stimule et s'auto-développe, je pense qu'il y a quand même une limite qui est que je ne crois pas, sauf si peut-être on me dit le contraire, mais que la notion d'intelligence émotionnelle qui me semble utile, nécessaire et indispensable dans un certain nombre de sujets ait pu être transmise, codée au sein d'un certain nombre d'outils. Or, on en aura forcément besoin. La machine, même si elle est apprenante et même si elle est extrêmement intelligente, reste une machine utile que l'on doit contrôler et que l'on doit piloter. Et tout à l'heure, il était fait référence à Terminator. Justement, Kasparov, Terminator. La limite, elle est là. C'est que ça doit rester, à mon avis, à notre service.
Donc j'abonde bien sûr avec tout ce qui a été dit. Et juste en une phrase, je crois que le fait de se poser des questions, c'est déjà commencer à les traiter et à les résoudre. On s'est posé beaucoup de questions ce soir. Donc je suis très confiant dans le fait qu'on puisse les résoudre, même si c'est parfois un peu difficile et que les chemins peuvent être compliqués. Mais on a les cibles.